7 mai 2000, Vladimir Poutine est intronisé président de la Fédération de Russie pour la première fois. Vladimir Vladimirovich Poutine. L'ancien agent du KGB a une obsession, restaurer la grandeur de la Russie. Et un rêve, conquérir l'Europe. Il dispose d'une poignée d'alliés, son gang de Saint-Pétersbourg, qu'il a fait venir à Moscou. Face à lui, se dressent les tout-puissants oligarques qui contrôlent le pétrole et le gaz. Олигархами понимали представители крупного бизнеса, которые из тени за спиной общества стараются влиять на принятие политических решений. Вот такой группы людей быть не должно. Pour nettoyer la Russie des oligarques, il se rapproche de Sergueï Pougatchev, un banquier de Saint-Pétersbourg, comme lui. Pougatchev devient son représentant auprès des milieux d'affaires. Il avait dans l'idée qu'il fallait éviter les oligarques. Je lui ai dit, bon, je vais inviter tout le monde au Kremlin, et au bout de 20 ou 30 minutes, merci, au revoir. Et au dernier moment, il me dit, tu sais, je ne veux pas un truc formel avec des caméras de télévision. Je pense qu'on va se rencontrer de manière informelle. Je lui demande, et tu l'imagines où cette rencontre informelle? À la datcha de Staline. Je suis arrivé une demi-heure à l'avance. Je n'y avais jamais mis les pieds. Il y avait la pipe de Staline sur un bureau, et même l'odeur de Staline. Pour accéder au jardin, il faut passer par le portail central, l'entrée, puis traverser toute la datcha, le bureau de Staline, la salle à manger de Staline et sortir. Et là, dans le parc, il y a une table, un barbecue avec des brochettes. Tout était prévu. Je lui dis, dis donc, tu as bien calculé ton coût. Tout le monde commence à arriver. Tous les oligarques célèbres. Friedman, Aven, tout le gratin, l'un après l'autre. Au fur et à mesure qu'ils arrivaient, ils devenaient blêmes. On s'est assis et on a mangé des brochettes dans un silence total. Lorsque j'ai dit au revoir à tout le monde, ils m'ont dit « Merci de nous avoir laissé partir. On espère que les brochettes n'étaient pas empoisonnées. » Et plus tard, ils m'ont demandé « C'était quoi le message? Il faut qu'on se prépare à aller au goulag ?» J'en parle avec Poutine et il me dit « Ils ont eu peur. » Je réponds « Plus que ça. » C'est bien, laisse-les avoir peur. C'est comme ça que s'est terminée la première saison de l'histoire des oligarques. Un seul oligarque s'est permis de boycotter la réunion. Boris Berezovsky, le plus influent d'entre eux. C'est par lui que Poutine commence l'épuration. Un drame va rapidement les opposer. Le naufrage d'un sous-marin nucléaire, le Kursk. Les 118 marins sont prisonniers au fond de l'eau, victimes de l'explosion accidentelle d'une torpille. La chaîne de télévision de Berezovsky diffuse en direct la lente agonie de l'équipage. Poutine faisait du jet ski. Berezovsky le pressait de rentrer. Il est revenu, et quand on lui a demandé ce qu'il était arrivé au sous-marin, il a dit à la télé « Il a coulé ». Ce n'était pas vraiment réconfortant pour les veuves et les mères des soldats qui s'étaient noyés de façon atroce. Et Berezovsky a diffusé des interviews avec les familles en deuil sur sa chaîne de télévision. Poutine attend une semaine avant de venir affronter les familles des victimes. Il accuse la télévision de Berezovsky de salir l'honneur de la marine russe. Я приглашаю сюда в студию предпринимателя Бориса Березовского. Entre Poutine et Berezovsky, un duel à distance s'engage. Власти необходима оппозиция. И никто, кроме нас самих, эту оппозицию не создаст. Вот эту власть, которая реально совершает серьезные шаги к созданию авторитарной системы в России. Вы отдаете себе прекрасно отчет, что происходит. Poutine a pété un câble. Il était furieux. Ils ont eu une dernière rencontre au Kremlin où Poutine a accusé Berezovsky de travailler pour les services secrets occidentaux, de comploter contre lui.
Berezovsky a appelé Poutine Vova, le diminutif de Vladimir. Et Poutine l'a appelé Monsieur Berezovsky. Et c'était fini. Poutine lui a ordonné de vendre ses parts majoritaires de sa chaîne de télévision à quelqu'un de loyal envers le Kremlin. Boris lui a répondu d'aller se faire voir. Et Poutine lui a dit « Eh bien, ça veut dire que c'est la guerre. » Poutine a un but, arracher le pétrole des mains des oligarques qui contrôlent 80% de l'or noir. Il les convoque au Kremlin et fixe la nouvelle règle du jeu. Le patron, c'est moi. Конкретно поговорим открыто, что нужно сделать для того, чтобы взаимоотношения в этой сфере были абсолютно цивилизованными и прозрачными. Poutine, qui n'était qu'un banal agent du KGB, s'est rendu compte que tous ces gens étaient ses otages. Poutine a dit tout à coup, vous devez faire tout ce qu'on vous dira de faire. Poutine s'attaque d'abord au groupe pétrolier créé par Berezovsky et Abramovich. Il exige que le jeune oligarque trahisse son associé et lui rachète ses parts. Cette histoire fait penser à Oedipe, parce qu'on voit que dans les années 90, Berezovsky a parrainé le jeune Abramovich. Ce n'était pas une simple relation d'affaires, c'était une amitié, ce qui fait que la suite est une trahison encore plus grande. Abramovich, très intelligent, a compris comment travailler avec Poutine, comment parler avec Poutine. Et Poutine était entouré par les oligarques qui disaient « Poutine, c'est qui ?» Il restera président, 3 mois, 1 an peut-être. Sauf Abramovich, qui a compris Poutine, qui a compris que c'est pour toujours. Ce qui n'a pas compris les autres. Il se rendu, si vous voulez, à Poutine, je dis « Je suis de votre, monsieur le président. Qu'est-ce qu'il faut faire ?» C'est un personnage qui a vu juste et qui a sacrifié ses amis, sa famille, avec... Il sacrifiait pour la cause de Poutine. Abramovich rachète les parts de Berezovsky pour une bouchée de pain et rejoint le gang de Poutine. Désormais, il possède l'accès direct au président. Dépouillé de son pétrole, obligé de vendre son empire médiatique, Berezovsky s'exile à Londres. Poutine compte sur l'argent du pétrole pour redresser l'économie russe. Le nouveau président a de la chance. Peu après son élection, le cours de l'or noir explose. Le baril passe de 20 à 140 $, multiplié par 7. Plus le prix du pétrole flambe, plus le pouvoir d'achat des Russes augmente, et plus la popularité de Poutine s'envole. Au milieu des années 2000, la Russie était en plein boom. On pouvait acheter des voitures, prendre des vacances en Turquie, avoir le dernier téléphone portable. À l'Ouest, on ne comprend pas pourquoi Poutine est si populaire en Russie. On voit Yeltsin comme le sauveur de la démocratie, mais pour les Russes, le chaos des années Yeltsin a été une période cauchemardesque. Poutine a utilisé les revenus du pétrole pour les distribuer. Et il a passé un contrat avec le peuple russe. Je vais vous apporter la prospérité, il y aura plus de choses dans les magasins, nous aurons plus de café, vous pourrez acheter une voiture, mais vous restez en dehors de la politique. Pas de manifestation. Vous dites ce que vous voulez dans votre salon ou dans votre cuisine, mais pas en public. Poutine impose son pacte de soumission aux oligarques. Mais Mikhail Khodorkovsky, qui détient les plus grandes réserves de pétrole russe, refuse de plier. Pire, il profite d'une réunion officielle pour dénoncer la corruption du pouvoir. Масштабы коррупции в России, оцениваемые экспертами 4 организаций, приблизительно одинаковые. В районе 30 миллиардов оценивается долларов. Это 10-12% ВВП. Ce jour-là, Khodorkovsky s'attaque au bras droit du président, Igor Sechin. Il l'accuse d'avoir détourné 600 millions de $. Derrière lui, c'est Poutine qui est personnellement visé. Ils ont pris 600 millions de $ et ont versé un pot de vin. Mais à qui? Poutine lui répond, vous sous-entendez que j'ai... Poutine rougit, car il est impliqué. Ce jour-là, Khodorkovsky a signé son arrêt de mort. Мы с вами обсуждали в свое время, да? Значит, совсем недавно, что и ваша компания, допустим, у нее были проблемы с уплатой налогов. Ну, как-то эти проблемы возникли.
Понимаете? Вот поэтому я возвращаю вам вашу шайбу. Pour Poutine, l'essentiel, ce sont les relations personnelles. Et là, c'était une insulte personnelle. Après, nous sommes allés directement dans son bureau. Et pendant 2 heures, il a hurlé. « C'est quoi ce bordel ?» Il sautait, il trépignait, il criait. « Oh, le salaud, je vais le réduire en cendres. C'est une ordure. » The richest man in Russia has been detained by prosecutors investigating his company for tax fraud. L'opération s'est déroulée de nuit à Novosibirsk, en Sibérie. Mikhail Khodorkovsky, le magnat du pétrole, l'homme le plus riche de Russie, arrêté comme un vulgaire truand par les forces spéciales moscovites. Avec l'arrestation de Khodorkovsky, Poutine s'est débarrassé d'un deuxième oligarque. Mais même en prison, Khodorkovsky reste à la tête de son empire pétrolier, Yukos. Poutine charge Igor Sechin, son ancien compagnon des services secrets, du dépeçage de la multinationale. Sechin va voir Poutine au Kremlin parce qu'il veut aussi sa part du gâteau. Parce qu'ils sont tous, fondamentalement, des gens très corrompus. Ils aiment la belle vie, les palais, les yachts. À un moment donné, Sechin dit « Vladimir, j'ai travaillé pour vous, j'ai tout fait et j'aimerais bien avoir une grande entreprise. Je la dirigerai et je ferai de grandes choses avec. Bon d'accord, prends déjà Yukos et tu auras d'autres choses à venir. » Sechin utilise les bonnes vieilles méthodes du KGB. Il monte un dossier contre Yukos. On a reçu un arriéré d'impôt pour un montant de 2 ou 3 milliards de dollars. Et je me souviens que j'étais assis dans son bureau quand c'est arrivé. Et j'ai dit, mais c'est une blague. Mais enfin, qui peut payer 3 milliards en cash? Ils ont inventé les dettes de Yukos. Les tribunaux ont été saisis et comme Yukos devait d'énormes sommes d'argent à l'État russe, ils ont organisé une vente aux enchères avec uniquement Baikal Finance Group. Il n'y avait qu'un seul candidat. Это компания Baikal Finance Group. Номер 1 предлагает начальную минимальную цену, и я принимаю эту цену. Благодарю вас. Спасибо. 3. Предложение принято. Baikal Finance, c'était comme si une entreprise domiciliée au-dessus d'un fish and chips découvrait soudain qu'elle avait 6 milliards de dollars pour acheter l'une des plus grandes entreprises pétrolières de Russie. 4 jours plus tard, l'obscur Baikal Finance Group est racheté par Sechin. L'opération a parfaitement fonctionné, le pétrole de Khodorkovsky passe sous le contrôle de l'État et Sechin s'impose comme le nouveau prince du pétrole russe. Khodorkovsky est condamné à 8 ans de prison pour fraude fiscale. Poutine l'envoie en Sibérie comme un dissident au temps de l'Union soviétique. Что касается Ходорковского, то я уже высказывался много раз на этот счет. Считаю, что вор должен сидеть в тюрьме. La peur s'empare des oligarques. Seul Berezovsky, depuis Londres, ose protester. Berezovsky est venu à l'ambassade de Russie avec une affiche « Les hommes d'affaires russes contre la dictature ». Et il a loué une centaine de Mercedes pour faire le tour de Londres avec des affiches de soutien à Khodorkovsky. Khodorkovsky derrière les barreaux, Berezovsky à Londres, Abramovich rallié, Poutine a soumis une partie des barons de l'or noir. Maintenant, il s'attaque à l'autre richesse de la Russie, le gaz. Contrairement au pétrole, l'industrie du gaz n'a jamais été privatisée. Elle est pilotée par un géant public, Gazprom. Gazprom détient le monopole de l'exploitation, du transport, de la distribution et de l'exportation de gaz. Надежная, единая система газоснабжения. Gazprom est absolument unique dans l'économie mondiale. C'est la plus grande société énergétique au monde. Elle exporte une gigantesque quantité de gaz. C'est la poule aux œufs d'or. Le gaz circule dans les pipelines 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an.
Gazprom a toujours été un État dans l'État. Il détient sa propre armée, ses propres villes. Des millions de personnes travaillent pour lui. Et Gazprom était horriblement corrompu. Gazprom est une forteresse dirigée par un oligarque d'État, Rem Vyakirev. Vyakirev appartient au cercle des directeurs rouges, ces piliers de l'ancien système soviétique, organisés comme une puissante mafia, qui ont su résister à tous les présidents. Gazprom et son PDG deviennent les nouvelles cibles de Poutine. Gazprom était dirigé par une bande de dinosaures issus de la période Yeltsin. Et ils s'en servaient comme de leur tirelire. Ils piochaient dedans, et plusieurs enquêtes ont révélé qu'ils transféraient des biens à leurs proches. Donc Poutine a astucieusement utilisé un investisseur pour l'aider. Il s'agissait de Bill Browder. On a découvert que les dirigeants avaient volé des réserves de pétrole et de gaz équivalentes à celles du Koweït. Et on l'a fait savoir. On a fait notre enquête et on a créé un grand scandale. À la suite du scandale, Poutine a viré la direction, les gens qui avaient volé ses réserves. Et il a annoncé qu'un nouveau directeur allait arriver, un ami de longue date, Alexei Miller. Я бы хотел вам представить Алексея Борисовича Миллера, который вчера назначен Советом директоров на должность руководителя «Газпрома». Poutine frappe vite et fort. Un an après son élection, il réussit à imposer son protégé, Alexei Miller, et à évincer Vyakirev, le directeur rouge. Le précieux gaz russe passe sous le contrôle du gang de Saint-Pétersbourg. Alexei Miller, devenu PDG d'une des entreprises les plus puissantes du monde, n'avait aucune personnalité. Il ne savait pas gérer. Il était malade la plupart du temps. Tout le monde disait que c'était un morveux. Vladimir Milov était à l'époque ministre adjoint de l'énergie de la Russie. Il assiste impuissant à ce coup d'État. Miller était un type assez classique. Il lisait des platitudes tirées de rapports et ne semblait pas avoir la moindre pensée. Plus tard, on a appris que les décisions les plus importantes concernant Gazprom étaient prises par Poutine lui-même. Il avait juste besoin de Miller pour donner des coups de tampon. Poutine a nommé des dizaines, voire des centaines de personnes de Saint-Pétersbourg à des postes très importants, en particulier dans le secteur de l'énergie. Ce n'était pas comme d'habitude. On aurait dit qu'une vaste mafia avait débarqué pour prendre le contrôle des principaux postes de commandement. Poutine et son gang fonctionnent comme une mafia. Après avoir conquis le pouvoir, ils cherchent à étendre leur territoire. Poutine rêve de revanche contre l'Ouest. Il adopte la devise de Lénine, « Les capitalistes nous vendront jusqu'à la corde pour les pendre ». Il envoie ses oligarques à l'assaut de Londres, la place forte de la finance internationale. Qui Poutine utilise-t-il pour corrompre l'Ouest? Les oligarques. Ils n'utilisent pas les agents du FSB. On n'est pas dans un James Bond. Juin 2003. Le clan de Poutine entame sa conquête de l'Ouest par une offensive de charme. Abramovich rachète le club de football de Chelsea, une institution britannique. Abramovich était en hélicoptère. Il a vu un stade en dessous. Il a demandé « C'est quoi ?» Quelqu'un a dit « C'est le club de Chelsea ». C'était une grande chance pour Ken Bates, le propriétaire de Chelsea qui était lourdement endetté. Soudain, un Russe méga riche arrive en ville et l'affaire se fait en quelques jours. Abramovich a acheté Chelsea. Il a acheté l'Angleterre. En ce même mois de juin 2003, Poutine est reçu en visite d'État à Londres. Pour la première fois depuis le tsar Alexandre II, un chef d'État russe est accueilli à Buckingham. Mais derrière le faste et les sourires, Poutine poursuit sa mission. Infiltrer le capitalisme occidental. Pour cela, il va utiliser les deux seuls oligarques encore indépendants, Mikhail Friedman et son associé Piotr Havel. Friedman signe la première victoire économique de Poutine sur la scène internationale. Une alliance entre son groupe pétrolier TNK et BP, la multinationale britannique. Poutine savoure l'instant.
il l'a lui-même négocié avec Tony Blair. Réalisation этих намерений сразу выведет Великобританию на первое место по объему инвестиций в Россию. Avec cet accord historique, Friedman et Haven rejoignent officiellement le camp du Kremlin. À cette époque, il était important pour Poutine de maintenir de bonnes relations avec l'Ouest. L'accord de 2003 avec BP était le symbole de la nouvelle Russie capitaliste entrant sur le marché mondial. Il y a la célèbre photo de Friedman serrant la main de Poutine, avec Blair, qui sourit, et John Brown, le PDG de BP, qui semble aussi très heureux de l'accord. Blair voyait ça comme du capitalisme. Les oligarques russes étaient comme n'importe quels investisseurs étrangers. Je ne pense pas qu'il ait bien compris les dangers du fonctionnement des oligarques. Blair a ouvert en grand les portes de Londres à l'argent russe. Welcome to this wonderland of wealthy Russians, here in London to show the world that Russia's new rich mean business. The country finds itself sitting on a lake of oil and gas, and the petrodollars are flowing like never before. It's a newfound confidence, based on the premise that the West is now reliant on Russia to keep going. À Londres, au début des années 2000, s'ouvre une nouvelle ère, celle du Londongrad. La capitale britannique est inondée par l'argent des oligarques qui étalent leurs richesses. Pour Poutine, le Londongrad devient le symbole de la domination de ces oligarques sur les élites de l'Ouest. La télévision russe produit même une série qui cartonne sur les écrans à Moscou. Трое русских создали агентство «Лондонград», чтобы помогать таким же русским в Лондоне. 20 milliardaires russes ont transféré leur argent dans l'immobilier à Londres. Selon mes calculs, ça fait 1,8 milliard d'euros, rien que pour l'immobilier. Ils ont utilisé Londres comme terrain de jeu pour leur fortune. Nearly £50 billion of Russian money has been deposited in British banks over the past 2 years, according to the Bank of England. And it's not just football teams. Wealthy Russians are splashing out on expensive property. Tous ces types qui roulaient en Rolls-Royce ont été acceptés comme les cheikhs saoudiens du pétrole. L'Ouest considérait ces oligarques comme faisant partie du clan au pouvoir, de la clique de Poutine. Et ils ont donc été acceptés. Pourquoi pas? Poutine a imposé ses règles aux oligarques. Ceux qui les ont ignorés ont été éliminés. Ceux qui les ont respectés sont récompensés. 5 ans après avoir rallié le camp du président, Abramovich perçoit sa prime de fidélité. Le Kremlin lui rachète son groupe pétrolier. Montant de la transaction, 11 milliards d'euros. Abramovich devient l'oligarque gagnant des années 2000. Il intègre le hit parade des fortunes mondiales. He now has more pure cash than anyone in the world. In total assets, businesses, property and so on, he was 21st in the world. He's now climbed the league table to 4th. His wealth is now greater than the yearly product of 158 countries, 3/4 of the world. L'orphelin soviétique qui trafiquait du pétrole s'affiche désormais en ambassadeur de la Russie de Poutine. L'oligarque fait la une de magazines prestigieux, comme l'un de ces ultra-riches encensés à l'Ouest. Il a acheté un appartement dans le meilleur quartier de la ville, à Knightsbridge. Il a acheté un duplex au bord de Chelsea, un quartier très demandé au bord de la Tamise. Il a acheté un domaine à la campagne. Bien sûr, vous devez en avoir un si vous êtes milliardaire. Un endroit appelé Finding Hill, où sa fille élevait ses poneys, et où il venait pour se remettre de la crasse et du chaos de la ville. Abramovich a commencé par acheter un jet, un vieux bombardier. Ensuite, il a eu plusieurs Gulfstream, puis un Boeing 737. Et ça a été la même chose avec les yachts. Ils se sont allongés, des pistes d'hélicoptères ont été ajoutées. À la fin, ils ont même été équipés de sous-marins. Abramovich est le pionnier de cette vaste campagne d'influence.
Il est bientôt suivi par les autres oligarques, et à partir du milieu des années 2000, leur pétrodollar déferle sur l'ensemble du continent européen. We light up the football. Gazprom, official partner of the UEFA Champions League. Les oligarques étaient le fer de lance de l'influence du Kremlin dans de nombreux pays européens, y compris au Royaume-Uni. On est devenu accro à l'argent russe. On a laissé les oligarques employer des lords, offrir des sièges dans les conseils d'administration à Moscou et leur verser des grosses sommes d'argent. On les a laissés corrompre notre classe politique en finançant le Parti conservateur. Ce sont des sommes folles. C'est une faute. Je n'accuse personne de corruption, mais il y a une odeur ici que je n'aime pas. Pendant plus de 15 ans, l'argent russe inonde le Royaume-Uni, jusqu'à ce que les parlementaires tirent enfin la sonnette d'alarme. The Russian Report, le rapport russe, publié avant l'invasion de l'Ukraine, se lit comme une effarante plongée au cœur des réseaux d'influence tissés par Poutine et son gang. Point numéro 50 de notre rapport. L'influence russe au Royaume-Uni est la nouvelle norme. Il y a beaucoup de Russes ayant des liens très étroits avec Poutine, intégrés dans le monde des affaires britanniques en raison de leur richesse. Quand on crée un système économique qui dépend de l'argent venant de sources corrompues, il faut ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Tout cela doit être vu dans le contexte des liens que certains d'entre eux entretiennent avec un État mafia. Un État mafia construit avec l'argent du pétrole et du gaz. Car plutôt que de développer l'économie russe, Poutine a privatisé les ressources naturelles au profit de son clan de Saint-Pétersbourg. Le pétrole et le gaz sont au centre de cet État mafia. Il y a un mot en russe, le tube, qui signifie pétrole et gaz. Si vous êtes assis sur le tube, alors votre vie peut devenir réjouissante, d'une manière spectaculaire, parce que vous devenez riche. On parle ici de milliards et de milliards de dollars. Dans sa conquête de l'Ouest, Poutine dispose d'un allié, Gennady Timchenko, l'ami de l'ombre. Il est l'oligarque soupçonné de gérer la fortune du président. Timchenko est l'une des personnes de confiance qui a toujours été impliquée dans le contrôle de la fortune personnelle de Poutine. Et pour les criminels de la mafia de Poutine, l'argent est roi. Timchenko entretient son image de businessman mondain pour mieux séduire les milieux d'affaires occidentaux et masquer ses liens avec Poutine. Il vivait à Genève. Il a aussi des biens en France. Il est très charmant, très sympathique et très intelligent. Nous avons passé beaucoup de temps à démentir ses liens d'amitié avec M. Poutine. Il ne voulait pas qu'on lui pose des questions sur M. Poutine. Beaucoup de multinationales du pétrole ont fait du business avec lui, parce qu'elles connaissaient sa proximité avec Poutine. Elles pensaient que Poutine détenait secrètement des parts dans sa société de trading, Gunvor. Gunvor est une société de trading, c'est-à-dire d'achat et de vente de pétrole, basée à Genève. Elle s'est imposée comme l'un des principaux acteurs du marché, écoulant jusqu'à un tiers du pétrole russe, en toute opacité. Gunvor est le robinet à pétrodollars sur lequel Timchenko a la haute main. Le système du Kremlin est hybride. Vous avez une entreprise commerciale privée que vous contrôlez ou que vous influencez. Elle mène des opérations de trading sur les marchés comme n'importe quelle autre société. Sauf qu'on a un homme, Timchenko, qui supervise tout. Et donc, si un jour vous voulez, pour des raisons politiques, diminuer les livraisons à l'Allemagne et augmenter celles vers la Chine, même si c'est moins rentable, il n'y a pas de discussion possible. C'est comme ça. C'est là le point clé. Le 30 mai 2003, Poutine accueille en grande pompe une cinquantaine de chefs d'État pour fêter le 300e anniversaire de Saint-Pétersbourg, sa ville natale. Il n'a pas oublié son ambition première, restaurer la grandeur de la Russie, ni son rêve, dominer l'Europe en devenant son premier fournisseur de gaz. Poutine a identifié le maillon faible, l'Allemagne. Хочу особо отметить проект создания североевропейского газопровода.
Как вы знаете, его планируется провести по дну Балтийского моря, а также через территорию Федеративной Республики Германии. Jusqu'à présent, le gaz russe était exporté vers l'ouest par le géant Gazprom. Plaque tournante du réseau de gazoducs, l'Ukraine percevait des taxes de transit. Mais en 2004, l'Europe change de visage. 8 anciennes républiques socialistes tournent le dos à la Russie et intègrent l'Union européenne. Pire, en Ukraine, le nouveau président élu avec le soutien des Occidentaux s'éloigne lui aussi de Moscou. C'est la révolution orange. En représailles, Poutine déclenche la guerre du gaz. Il ordonne à Miller, l'oligarque à la tête de Gazprom, de fermer les gazoducs pour faire plier l'Ukraine. Andriy Koboliev était le PDG de Naftogaz, le géant du gaz ukrainien. Pendant 10 ans, il a alerté les Européens sur les dangers de la guerre du gaz déclenchée par Poutine, en vain. La Russie exportait son gaz et son pétrole via l'Ukraine depuis l'époque soviétique. La Russie essayait de créer des routes alternatives. Parce que tant que l'énergie passait par l'Ukraine, les Russes se sentaient dépendants de nous. Poutine veut construire une autoroute du gaz pour abreuver l'économie allemande. Son nom, Nord Stream, le plus long gazoduc sous-marin au monde. Pour Poutine, c'est l'arme parfaite pour contourner l'Ukraine. Pour les industriels allemands, Nord Stream est une aubaine pour se fournir en gaz bon marché. L'objectif était de créer une liaison directe entre la Russie et les pays consommateurs d'Europe de l'Ouest. Et la blague, c'est que c'était la Russie qui payait la facture. Du coup, pour nous, sur le plan commercial et sur celui de la diversification de l'approvisionnement, c'était un super projet. La vraie raison était que les Russes, en accordant des conditions injustement avantageuses à l'Allemagne, soudoyaient les industriels et les politiciens du pays. Ces derniers manipulaient alors le peuple allemand en lui affirmant « Vous avez tous ces emplois et tous ces revenus parce que nous sommes amis avec les Russes. » Le chef d'orchestre de ce mariage énergétique entre la Russie et l'Allemagne est le chancelier Gerhard Schröder. L'accord historique pour le lancement de Nord Stream est signé à Berlin en septembre 2005. Ich habe deutsche Interessen zu vertreten, insbesondere was die Sicherheit der Energieversorgung der deutschen Wirtschaft angeht. Und dies ist ein wirklich zentrales Projekt, was diese Frage angeht. Und deswegen bin ich stolz darauf, einen Beitrag habe leisten zu können, dass es zustande kam. Le PDG de Gazprom, l'oligarque Alexei Miller, devient le fournisseur d'énergie de la première économie européenne. Poutine savoure sa victoire. 10 jours plus tard, le chancelier Schröder perd les élections. Il est immédiatement recruté par le gang de Saint-Pétersbourg. Monsieur Poutine a proposé que Monsieur Schröder fasse partie du conseil d'administration de Nord Stream. C'est venu directement de Monsieur Poutine, de la plus haute autorité. De toute évidence, il était très proche de Poutine. Et ils étaient de bons amis au-delà des relations normales de travail entre dirigeants. Je me souviens que Schröder est venu célébrer un Noël orthodoxe le 7 janvier en Russie. Et il est allé à la datcha de Poutine. Ils ont passé 3 jours enfermés dans la datcha. Je connais des gens qui étaient présents côté allemand. Ils ont dit qu'ils passaient leur temps à boire, à manger, à faire des batailles de boules de neige et des blagues, et qu'ils s'entendaient vraiment bien. En nommant Schröder à la tête de Nord Stream, Poutine a acheté l'Allemagne, comme il avait acheté l'Angleterre avec les pétrodollars des oligarques. L'ancien chancelier devient le VRP international de Poutine. Jusqu'à l'invasion de l'Ukraine, 17 ans plus tard. On est en Ukraine, là, en pleine guerre. Alors je vais être très franc. Il s'est prostitué. C'est comme ça que nous le voyons en Ukraine. Il s'est vendu et a vendu une partie de son pays aux Russes. Nous appelons ça de la prostitution.
Je ne le dirai pas dans d'autres circonstances, mais là, c'est le mot qui convient. Dans l'ombre, un banquier allemand a été lui aussi recruté par le clan de Poutine. Matthias Warnig est une vieille connaissance du président russe, du temps de la guerre froide. À l'époque, Poutine et Warnig travaillaient comme espions dans le même camp, l'un pour le KGB soviétique, l'autre pour la Stasi est-allemande. Matthias Warnig était un haut gradé de la Stasi dans les années 80. Il dirigeait un cabinet de conseil à Dresde quand Poutine était basé là-bas. Ils l'ont utilisé pour attirer les hommes d'affaires de l'Ouest et les pousser à vendre des secrets à la Stasi et au KGB. Ils étaient très proches et ont gardé cette relation. Et ensuite, Warnig a joué un rôle clé chez Gazprom, à la tête du gazoduc Nord Stream. Matthias Warnig, je le connais bien. Il était en effet le directeur général, il a dirigé l'entreprise et l'a très bien fait. Il a toujours été un homme très discret, mais la mise en œuvre du projet, c'était lui. Étiez-vous au courant de son passé d'agent de la Stasi? Oui, nous étions tous au courant. À la fin de son second mandat, Poutine refuse de céder le pouvoir. Il devient Premier ministre et installe son homme de paille, Dimitri Medvedev, à la présidence. En l'espace de 8 ans, Poutine a placé son gang de Saint-Pétersbourg aux commandes du gaz et du pétrole. Miller dirige l'empire Gazprom, Sechin le géant pétrolier Rosneft, et Timchenko contrôle les revenus de l'or noir. L'inauguration de Nord Stream est l'occasion d'une photo de famille historique. François Fillon, Angela Merkel et le néerlandais Mark Rutte posent avec le président russe Medvedev et l'oligarque Alexei Miller. Grâce à ses agents d'influence, Schröder et Warnig, Poutine a refermé son piège sur l'Europe. Désormais, elle dépend du gaz russe. Vladimir Vladimirovich Poutine. À sa réélection en 2012, Poutine reprend l'épuration des derniers oligarques historiques. Sa nouvelle proie est Pougatchev, le banquier du Kremlin, l'homme qui en savait trop. Poursuivi pour escroquerie, victime de plusieurs tentatives d'assassinat, Pougatchev se réfugie en France. C'était clair que pour moi, c'était la fin. Il m'a dit, on va te racheter tout ce que tu possèdes ici. Et il m'a confisqué tout ce que j'avais en Russie. C'est le pire qu'il pouvait me faire à part me tuer. Au bout du compte, je n'ai rien touché du tout. Ils m'ont juste tout volé jusqu'à l'os. En Russie, Poutine est devenu l'oligarque numéro 1, le parrain qui fait et défait les fortunes. Et parfois, avec la complicité des Occidentaux. Comme en 2012 à Londres, quand Berezovsky traîne en justice son ancien associé, Abramovich. Il l'accuse de l'avoir escroqué 10 ans plus tôt, quand Abramovich, sur ordre de Poutine, lui avait racheté son empire pour une bouchée de pain. Berezovsky, l'ennemi personnel de Poutine, réclame plusieurs milliards de dollars de réparation. Berezovsky était l'oligarque qui s'était rebellé contre Poutine, qui s'était réellement brouillé avec lui et avait fui à Londres. Et Abramovich était le gars qui avait de bonnes relations avec Poutine. Abramovich, dans l'esprit de Berezovsky, c'était un substitut de Poutine. Alors oui, c'était Abramovich qui se tenait dans la salle d'audience face à Berezovsky, mais en réalité, il y avait une sorte d'ombre menaçante qui planait sur le procès. L'ombre de Vladimir Poutine. Pour Berezovsky, la loi britannique était la meilleure du monde. Les juges britanniques étaient plus intègres que les juges russes, qu'on peut acheter avec du cash glissé sous la table. Il a découvert un système judiciaire qui n'était peut-être pas parfait, mais qui était à ses yeux le meilleur du monde. Il n'imaginait même pas que ça pouvait exister. Il en était tombé amoureux comme on tombe amoureux d'une jeune fille en robe blanche. L'atmosphère du procès était surréaliste. J'y allais tous les jours. Il y avait des gardes du corps, beaucoup avec des oreillettes, tous un peu massifs comme des pingouins géants. Il y avait des femmes incroyablement glamour, en tailleur noir, qui portaient des colliers de perles et leurs cheveux en chignon.
Il y avait ma tribu de journalistes, tous débraillés, et il y avait les avocats, les meilleurs que l'Angleterre avait à offrir, qui gagnaient des sommes énormes pour représenter ces deux oligarques. On sentait l'argent crépiter dans l'air. Après 7 mois d'affrontement, le verdict tombe. Abramovich est blanchi et Berezovsky débouté. La justice britannique a choisi son camp, celui du Kremlin. Good afternoon. Sometimes I had the impression that Putin himself wrote this judgment. Sometimes I had this impression. Après ce procès, je ne l'ai revu que 2 ou 3 fois. Il considérait que ce système qu'il aimait et auquel il croyait l'avait trahi. Peu après, Berezovsky est retrouvé pendu dans son manoir des environs de Londres. Suicide ou meurtre? Aujourd'hui encore, la mort de l'oligarque reste un mystère. Le médecin légiste n'a pas parlé de suicide. Il a dit que ça restait ouvert. Vous me demandez ce que j'en pense? Moi, je n'y crois pas. Je ne sais pas comment ils l'ont tué, mais je ne crois pas au suicide. Après la mort de Berezovsky, seuls 2 oligarques historiques possèdent encore une partie du pétrole russe, Friedman et Havel. Ils ont longtemps servi les intérêts de Poutine, mais le président exige le contrôle absolu sur l'or noir. Poutine a le choix, les récompenser ou les exproprier, la carotte ou le bâton. Finalement, il ordonne à Sechin, son homme de main, de racheter leur groupe pétrolier et de les payer rubis sur l'ongle. 27 milliards de dollars, une fortune. Poutine ne se soucie pas vraiment d'argent. La Russie en a tellement qu'il peut le dépenser comme il veut, et puis c'est tout. J'ai eu ce que je voulais, ces gars ont obtenu 27 milliards de dollars, et alors? J'ai 600 milliards à la banque. À l'époque, à Moscou, on m'a dit que Sechin était furieux. Il se demandait pourquoi donner tout cet argent à ces gens. Pourquoi ne pas confisquer leur groupe, comme nous avons pris Yukos à Khodorkovsky? Pourquoi payer ces riches oligarques? Mais on lui a dit non. Et ces types sont partis avec beaucoup d'argent. Sechin est devenu l'homme le plus important dans le secteur de l'énergie russe, faisant de Rosneft la plus grande société pétrolière publique du monde. Il est le capitaine du pétrole de la Russie. Poutine règne désormais seul sur le gaz et le pétrole, tombé aux mains de son gang, ceux que l'on appelle les Siloviki, les hommes des services de sécurité. Ils forment la nouvelle élite qui dirige la Russie. De nouveaux oligarques sont arrivés, les oligarques Siloviki. Les agents des services de sécurité, comme Sechin, ont pris le contrôle des principaux groupes publics, et ces Siloviki sont devenus milliardaires. Ils forment une nouvelle caste de nobles. C'est comme ça qu'ils se voient. Une nouvelle élite russe qui contrôlerait tout, serait patriotique et totalement dévouée à Poutine. Ils partagent une même mentalité. L'effondrement de l'Union soviétique a été une humiliation et ils sont animés par un même désir de revanche. Poutine prépare sa revanche depuis longtemps. Il convie le monde entier aux Jeux Olympiques de Sotchi pour célébrer la splendeur de la Grande Russie. Le pays connaît un boom pétrolier et l'argent coule à flot. Ça a été le projet le plus coûteux de l'histoire des JO. Au moins 50 milliards de dollars. Les entreprises ont été obligées de payer. Elles n'avaient pas le choix. À 3 semaines de l'ouverture, Poutine se permet de libérer Khodorkovsky, l'oligarque qui croupissait en prison depuis 10 ans. Tel un empereur qui aurait droit de vie ou de mort. Poutine dit que tous les Russes, 100% des Russes, sont en vie parce qu'il leur permet de vivre. Et il a raison. Les oligarques sont ce qu'ils sont parce que c'est lui qui leur a permis de devenir des oligarques. 140 millions de personnes dépendent de lui. Pauvres, riches, ils meurent ou ils vivent, ils partent à la guerre ou pas, ils dépendent tous de lui. 4 jours après la fin des Jeux Olympiques, Poutine lance son armée à l'assaut de la Crimée. Les Européens sont piégés. Poutine contrôle leur approvisionnement en énergie.
le maître du Kremlin tombe le masque. Il a transformé le pétrole et le gaz en une arme et la tient braquée sur l'Europe.